Bienvenue dans cette capsule où nous aborderons les mécanismes qui impliquent les hormones associées au stress. Voyons le mécanisme menant à la libération de l'adrénaline, principale hormone associée au stress. Lorsque se présente un facteur de stress, donc un facteur de stress, ça peut être une peur, de la douleur, une diminution importante de la pression artérielle, donc toute situation d'urgence. Donc, ce facteur de stress-là va être interprété par l'hypothalamus qui va envoyer un influx nerveux via le système nerveux sympathique qui passe par la moelle épinière vers la glande surrénale. La glande surrénale, les glandes surrénales vont alors, en réponse à ce stimulus nerveux, sécréter l'adrénaline dans le sang. C'est ainsi que l'adrénaline va pouvoir circuler partout dans notre organisme et comme c'est une amine biogène, donc une hormone dérivée d'acide aminé, elle va aller se fixer sur des récepteurs membranaires au niveau de ses effecteurs. L'adrénaline va agir au niveau de plusieurs effecteurs. Dans un premier temps, elle va entraîner l'augmentation de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique en agissant sur les muscles cardiaques. C'est-à-dire qu'elle va stimuler le muscle cardiaque à non seulement se contracter plus fréquemment, de manière à augmenter la fréquence cardiaque, mais aussi plus fortement, de manière à augmenter le volume de sang qui est éjecté du cœur à chaque contraction. Ainsi, le débit cardiaque va augmenter et conséquemment la pression artérielle. L'adrénaline va aussi agir au niveau des artérioles périphériques, donc ces petites artérioles qui alimentent par exemple la peau, de manière à entraîner leur vasoconstriction. Donc, moins de sang va passer vers la peau, ce qui va expliquer que la peau soit plus blanche, si vous voulez. Cette vasoconstriction-là contribue aussi à augmenter la pression artérielle. Donc, au niveau des muscles des bronches, l'adrénaline va entraîner un relâchement, donc une bronchodilatation, ce qui va permettre à plus d'air d'être acheminé au niveau des alvéoles pulmonaires. Au niveau des cellules du foie, donc les cellules hépatiques, l'adrénaline va stimuler la glycogénolyse ainsi que la néoglucogénèse. Ainsi, le foie va libérer du glucose dans le sang, ce qui va contribuer à augmenter la glycémie. L'adrénaline va aussi agir sur les cellules musculaires de manière à y stimuler la glycogénolyse. Cependant, le glucose ainsi libéré dans les cellules musculaires va rester dans les cellules musculaires et servira à la respiration cellulaire pour ces cellules-là. On résume ce qu'on vient de voir à l'aide d'un mécanisme de régulation. Donc, on vient de voir que des facteurs de stress sont interprétés par l'hypothalamus qui active alors le système nerveux sympathique qui lui-même stimulera la médulla surrénale à sécréter l'adrénaline dans le sang. L'adrénaline agit sur le myocarde de manière à entraîner une augmentation du débit cardiaque et donc de la pression artérielle. Elle agit sur les artérioles périphériques de manière à entraîner leur vasoconstriction, ce qui contribue également à augmenter la pression artérielle. L'adrénaline provoque la bronchodilatation, ce qui favorise la ventilation des poumons, et elle stimule le foie et les muscles squelettiques à faire la glycogénolyse. Elle stimule également le foie à faire la néoglucogénèse. C'est seulement le foie qui va libérer du glucose dans le sang, les muscles conservant le glucose pour eux-mêmes. Alors, si on considère ce mécanisme-là, on comprendra que les médicaments qui imitent les effets de l'adrénaline, alors qu'ils sont des agonistes de l'adrénaline, tels l'épinéphrine par exemple, vont avoir exactement les mêmes effets que l'adrénaline sur le myocarde, les artérioles périphériques, les bronches, etc., puisque ces médicaments-là se lient aux mêmes récepteurs que l'adrénaline pour y provoquer les mêmes effets.
À l'inverse, ce qu'on appelle les bêta-bloquants, donc, vont être des antagonistes de l'adrénaline, c'est-à-dire que les bêta-bloquants vont bloquer les récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, c'est une catégorie de récepteurs que l'on trouve sur les effecteurs de l'adrénaline. Et lorsqu'ils sont bloqués, bien sûr, ils ne peuvent pas engendrer les effets de l'adrénaline attendus. Donc, souvent, les bêta-bloquants vont être prescrits, par exemple, pour des patients qui souffrent d'hypertension artérielle, parce qu'on ne veut pas que, en cas de stress, l'adrénaline entraîne une augmentation de la pression artérielle, puisque ces patients-là souffrent déjà d'hypertension. Donc, en prenant des bêta-bloquants, l'adrénaline ne viendra pas agir sur le myocarde et les artérioles périphériques de manière à augmenter la pression artérielle. Voyons maintenant le mécanisme qui mène à la libération de cortisol. Donc d'abord, il faut savoir, on vient de voir le mécanisme de libération de l'adrénaline. Donc l'adrénaline est libérée dans des situations d'urgence. Donc c'est pour ça qu'elle est associée à ce qu'on appelle le stress à court terme. Par contre, au même moment, lorsqu'on subit un stress, on va également libérer du cortisol. Et le cortisol va prendre un certain temps à s'accumuler dans le sang. C'est pour ça que le cortisol est davantage associé au stress à long terme, parce que il faut atteindre une certaine concentration de cortisol dans le sang avant là, que ces effets se manifestent. Donc, mais il faut ces deux hormones-là, adrénaline et cortisol, sont sécrétés lorsqu'il y a un facteur de stress. Donc, le facteur de stress, encore une fois, il est interprété par l'hypothalamus, qui va à ce moment-là, au même moment là, qui stimulait les glandes surrénales, l'hypothalamus au même moment libère une hormone dans le sang, la corticolibérine. La corticolibérine, elle, va aller agir sur l'adénohypophyse qui va sécréter en réponse les corticotrophines. Donc la corticotrophine ou ACTH va pénétrer dans la circulation sanguine et va trouver ses récepteurs au niveau du cortex surrénal cette fois-ci. Donc, si la médula surrénale sécrète l'adrénaline, le cortex surrénal, lui, libère les corticoïdes, dont le cortisol. Donc, le cortisol est sécrété par le cortex surrénal en réponse à la CTH. Voyons maintenant les effets du cortisol. Donc, on reprend ici notre schéma de régulation. Donc, en présence d'un facteur de stress qui se prolonge, donc le taux de cortisol va augmenter dans le sang, puisque le facteur de stress est interprété par l'hypothalamus, qui sécrète alors la corticolibérine dans le sang. La corticolibérine agit sur l'adénohypophyse, qui sécrète à son tour la CTH. Et la CTH agit sur le cortex surrénal qui sécrète le cortisol dans le sang. Le cortisol va agir au niveau du foie de manière à stimuler la néoglucogénèse. C'est cette voie métabolique-là qui va entraîner une hausse de la glycémie puisqu'elle permet de transformer glycérol ou acide aminé en glucose qui va être libéré dans le sang. Donc, au niveau du tissu adipeux, le cortisol va stimuler la lipolyse. Donc, la lipolyse va entraîner essentiellement la perte de poids là, à long terme lorsqu'on est en stress prolongé pendant un certain temps. Donc, la lipolyse va faire en sorte qu'on utilise nos réserves au niveau des tissus adipeux pour survivre à ce stress-là. Donc, et c'est comme ça qu'on va perdre du poids. Donc, au niveau des cellules en général, donc, de façon générale, on va stimuler la protéolyse, donc qui est la dégradation là, des protéines en acides aminés qui vont aussi servir à la néoglucogénèse. Il faut savoir aussi que le cortisol a un effet anti-inflammatoire, donc au niveau du système immunitaire, il va diminuer la réaction inflammatoire, donc ou diminuer la réponse immunitaire. Donc, à long terme, notre système immunitaire devient moins efficace. Donc, c'est pour ça que à la suite de stress prolongé, bien, ça arrive souvent qu'on tombe malade.
Donc, si on regarde bien ce mécanisme-là, on comprend que le cortisol, tout comme l'adrénaline d'ailleurs, entraîne une hausse de la glycémie, mais c'est pas une hausse de la glycémie en réponse à une baisse. Donc, on peut pas dire là, que ni l'adrénaline ni le cortisol vont permettre de réguler la glycémie. Au contraire, ces deux hormones-là entraînent une hausse de la glycémie un petit peu au-dessus là, des valeurs normales.